On poursuit ce Lex Inside, on va parler fraude bancaire et responsabilité des banques avec mon invité Fanny Descloseaux, associée chez Carlara. Fanny Descloseaux, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Alors on va parler ensemble de la responsabilité des banques en cas de fraude. Tout d'abord, on va parler de détection de virements suspects. Quelles sont les obligations précises des banques en cas de détection de virements suspects? Alors Arnaud, au préalable, je voudrais rappeler quelques chiffres. Selon la BCE, la valeur totale de la fraude aux moyens de paiement en 2022 s'est élevée à 4 milliards d'euros. C'est Et énorme. au premier semestre 2023, on est à 2 milliards d'euros. Heureusement, grâce à l'authentification forte qui a été mise en place par les banques, il y a moins de fraude. Pour autant, comme vous l'imaginez, les escrocs sont toujours à la recherche de nouvelles techniques. Et les principales techniques que l'on voit, c'est sur les consommateurs, principalement le phishing. Le phishing, qu'est-ce que c'est ? C'est le client qui reçoit un mail ou un SMS qui va cliquer sur un lien qui va ensuite payer sur des objets frauduleux ou alors qui va installer un malware sur son ordinateur qui va permettre ensuite à l'escroc d'accéder à ses données bancaires et de faire des fraudes. Donc ça, c'est le phishing. Et il y a également le spoofing. Qu'est-ce que c'est? Le spoofing, qu'est-ce que c'est ? Le spoofing, c'est un escroc qui se fait passer pour un salarié de la banque et qui contacte le client. C'est un peu ce qu'on appelle aussi la fraude au sentiment. On en a entendu parler avec l'affaire de Brad Pitt, Tout à fait. dont vous avez dû entendre parler. Donc, c'est un escroc qui se fait passer pour un salarié de la banque, qui a des informations sur le client et qui va obtenir ses données bancaires et faire des opérations frauduleuses. Ça, c'est les consommateurs, principalement. Mais il y a également les entreprises. Et la principale fraude aux entreprises et qui ramène des sommes colossales aux escrocs, c'est la fraude au président. La fraude au président, c'est un escroc qui contacte le service comptable de l'entreprise et qui, sous couvert d'une opération confidentielle, comme une OPA par exemple, va permettre d'obtenir des virements qui vont être effectués par le service comptable vers des pays exotiques. Voilà les bases que je voulais rappeler au préalable. Sur la question de la responsabilité des banques, en fait, il faut distinguer deux responsabilités distinctes. Soit c'est une opération de paiement, un virement autorisé, et dans ce cas-là, le client peut tenter de mettre en jeu la responsabilité de la banque. Classiquement, c'est le droit civil qui s'applique, c'est-à-dire qu'il faut prouver une faute, un préjudice, un lien de causalité. La faute, c'est quoi ? C'est le manquement de la banque à son obligation de vigilance, c'est-à-dire qu'elle n'a pas détecté une anomalie, des anomalies apparentes. Par exemple, en matière de fraude au président, c'est une opération autorisée. En matière de fraude au président, ça va être par exemple des destinations de virements atypiques, des pays exotiques, des montants complètement différents des opérations habituelles. Donc ça, c'est l'opération de paiement autorisée. Deuxième cas, l'opération de paiement non autorisée. Là, c'est plutôt le spoofing ou le phishing dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Dans ce cas-là, il y a c'est le Code monétaire et financier qui s'applique, puisque c'est une législation spécifique, donc qui déroge au droit classique, ça vient de l'Union européenne. Donc, dans ce cas-là, le principe, c'est que la banque doit rembourser son client, sauf pour elle à démontrer une négligence grave de son client. C'est quoi une négligence grave? Une négligence grave, vous voyez, c'est un peu comme en matière de carte bleue, le client qui va laisser les codes sur sa carte bancaire. D'accord. Voilà, donc ça, c'est notamment, principalement en spoofing et en phishing, le client qui n'a pas vu que le mail ne provient pas de sa banque, mais que c'est une adresse email usurpée. D'accord. Voilà. On va s'intéresser maintenant au recours des victimes. Vous avez parlé de fraude au président, donc il y a de nombreuses entreprises qui sont victimes de ce type de fraude. Concrètement, les entreprises victimes de fraude, est-ce qu'elles peuvent agir au civil alors même qu'il n'y a pas de poursuite pénale ? Tout à fait. Effectivement, Arnaud, les victimes peuvent agir au civil sans avoir agi au pénal, mais dans la pratique, ce qu'on constate quand même, c'est que les banques, si elles doivent rembourser le client, exigent de leurs clients qu'ils aient déposé plainte au préalable
pour justifier qu'ils ont bien été victimes d'une escroquerie. Donc, c'est quand même recommandé aux clients de déposer plainte au préalable. Mais en droit, rien n'interdit d'agir au civil sans agir au pénal, puisque effectivement, on voit que malheureusement, les escrocs vont très vite. C'est des virements, donc ça se fait en quelques secondes. Donc, très vite, parfois, on peut retrouver les escrocs, mais l'argent, évidemment, a déjà disparu. Donc, on comprend que la sécurité bancaire est une question primordiale. Concrètement, est-ce que les banques, la responsabilité des banques peut être engagée en cas de faille de leur dispositif de sécurité? Alors la réponse est oui, effectivement, et on le voit beaucoup en matière d'opérations non autorisées, une fois encore, donc le spoofing principalement et le phishing, puisque effectivement, avant d'invoquer une négligence grave de son client, la banque va devoir prouver, et je vais lire l'attendu de principe qui est toujours repris par la Cour de cassation dans ces matières. La banque doit prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée d'une déficience technique. Donc, oui, pour répondre à votre question, la banque voit sa responsabilité engagée si elle n'est pas en état de démontrer cette authentification forte. Alors, pour éluder justement une responsabilité, il y a des contrats bancaires qui prévoient parfois des clauses d'exonération. Quel est concrètement le rôle de ces clauses dans le cas d'une exonération de responsabilité des banques? Jusqu'où elle peut aller concrètement? Alors, évidemment, on voit souvent dans les contrats bancaires des clauses de limitation de la responsabilité de la banque dans ces domaines de fraude. Pour autant, elles sont prohibées pour les clauses qui sont mises dans les contrats avec les consommateurs. D'accord. C'est interdit, donc ça veut dire que s'il y a une clause comme celle-ci dans votre contrat, vous pouvez invoquer l'annulité, elle ne pourra pas s'appliquer. Le consommateur, c'est-à-dire une personne physique qui n'agit pas pour les besoins de professionnels. En revanche, on les trouve dans les contrats entre la banque et les professionnels. Là, par contre, elles sont valables. Alors, vous évoquez les consommateurs, on va s'intéresser aux entreprises. Les petites entreprises sont particulièrement vulnérables à ce type de fraude. Comment l'expliquez-vous? Alors, oui et non. Peut-être les petites entreprises parce qu'elles ont moins de moyens techniques pour se protéger, mais dans la pratique, on voit aussi beaucoup de grandes entreprises, notamment en matière de fraude au président. Pourquoi ? Je pense que parce que, en fait, les grandes entreprises laissent beaucoup plus de traces sur Internet. Et évidemment, les escrocs, que font-ils ? Pour se renseigner sur les comptables dans les grandes entreprises, pour avoir les signatures des représentants légaux, tout ça, ça se trouve sur Internet. Donc, il faut être très vigilant puisque c'est comme ça que les escroqueries fonctionnent. Pour conclure brièvement, que dit la récente jurisprudence en la matière? Alors, vous avez raison de l'évoquer, il y a eu beaucoup d'arrêts qui ont été rendus très récemment, le 12 juin dernier, par la Cour de cassation. Donc, ce qu'on voit sur la responsabilité des banques, c'est que principalement en matière de spoofing, les banques sont condamnées à indemniser leurs clients. Pourquoi? Le spoofing, je vous le rappelle, c'est le client qui reçoit un appel d'un escroc qui se présente comme son contact habituel auprès de la banque et qui parfois a des connaissances très précises sur sa situation. Dans ces cas-là, les juridictions considèrent qu'il n'y a pas de négligence grave du client et donc condamnent la banque à rembourser. En revanche, en matière de fraude au président, pour donc les entreprises, là, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir la condamnation des banques et souvent, c'est ce que je disais au début, c'est un partage de responsabilité. Et pour autant, il y a peut-être un petit espoir puisque un des arrêts du 12 juin 2025 a appliqué en matière de spoofing la responsabilité de la banque vis-à-vis d'une entreprise professionnelle. On va conclure là-dessus. Merci Fanny Descloseaux. Je rappelle que vous êtes avocate associée chez Carlara. Merci Arnaud. Merci de votre fidélité. C'est la fin de ce Lex Inside. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.